Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Monsieur Sylvain Gontier, que je vous présente à l'instant. Sylvain Gontier travaille comme éducateur spécialisé depuis un quart de siècle à la Commission scolaire de Montréal. Il est devenu zoothérapeute en 2013 et, en 2016, il a commencé à travailler comme zoothérapeute avec son chien Bémol au phare Enfants et Familles de Montréal. Le phare Enfants et Familles offre des soins pédiatriques palliatifs aux enfants atteints d'une maladie qui menace leur vie. Le phare apporte également son soutien aux proches des enfants malades. Sans plus attendre, écoutons ce que Sylvain Gontier avait à nous raconter. Alors, bonjour Sylvain Gontier. Bonjour. Alors, j'ai déjà fait une petite présentation de qui tu es et de ton expertise. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es devenu éducateur spécialisé? OK. J'ai commencé dans le domaine, je me suis dirigé dans ce domaine-là un peu par accident. J'avais une autre formation que je suivais et finalement, ça a fait boule de neige, ça s'est arrêté. Sauf que pendant cette formation-là que je suivais également une formation en langage des signes, en LSQ. Et ce côté-là m'a attiré. Donc, quand que j'ai ma formation que je suivais a arrêté, j'ai continué toujours à suivre ma formation en langage des signes et ça l'a ouvert des portes. Et par la suite, j'ai commencé à faire du bénévolat à l'hôpital Louis H. Lafontaine avec les personnes âgées sourdes. Donc, puis j'ai contacté, je voyais des éducateurs spécialisés travailler, puis tout ça. Puis ça m'a intéressé et c'est là que ça a parti. Je suis allé chercher ma formation par la suite comme éducateur spécialisé. Fait que c'était la première, le premier jet dans tout ça. Et auprès de quelle clientèle as-tu travaillé en éducation spécialisée? OK. J'en ai fait, j'ai touché à plusieurs domaines. C'est sûr et certain qu'à prime abord, au départ, j'ai travaillé avec les jeunes sourds, les jeunes personnes ayant une déficience auditive et jeunes aussi avec une déficience auditive et une déficience intellectuelle. Fait que j'ai fait un amalgame. Par la suite, j'ai eu la chance de travailler en maladie mentale. J'ai eu la chance aussi de travailler avec les jeunes avec des troubles de comportement graves. J'ai eu aussi la chance de travailler avec les jeunes avec de la déficience physique pour de la réintégration au milieu scolaire régulier. Et là, maintenant, je suis avec de la clientèle régulière, tout simplement dans une école. OK. Et pour toi, ça a été une chance, vraiment, parce que c'est le mot que tu emploies. Ouais. Ça a été une chance de travailler avec ces clientèles-là. Oui. Oui, c'est une chance parce que ça m'a apporté à chaque fois, à chaque expérience, ça m'a apporté plein de connaissances, plein de valorisation. Ça a été hyper encourageant, ça a été hyper le fun, même si par des fois, il y avait des moments rough. Mais oui, pour moi, je trouve ça, je le dis que c'est une chance parce que c'est de travailler avec quelqu'un, c'est de travailler avec des jeunes, c'est de travailler avec des personnes plus âgées. C'est pas à tout le monde qui a la chance d'avoir plein de connaissances de d'autres. Fait que tu finis par apprendre, même si tu vas là même si tu es là pour aller les aider. Ben indirectement, il t'aide aussi parce que tu t'en ressors avec des expériences, avec des événements qui fait que ça te donne une corde à ton arc en plus. Et dis-moi, est-ce que
Je crois que tu travailles avec des animaux en éducation spécialisée. Par exemple, Oui, est-ce que c'est vrai que tu travailles parfois avec des papillons ou des oui. grenouilles ou des... Peux-tu nous donner un exemple? Oui, surtout en milieu scolaire, parce que bon, j'ai mon expérience, c'est vraiment là, centrée au niveau scolaire. Ça fait, comme je disais, ça fait 25 ans que je suis là dans le domaine et j'ai toujours été passionné des animaux. À ce que je m'en souviens, mon plus jeune âge, j'avais toujours un chat, un chien ou des bébites. Là. J'avais toujours de quoi, là, avec quoi m'amuser avec des souris, avec plein de choses. Et au milieu du travail, j'ai toujours eu un lien de faire passer des messages, mais en utilisant des animaux ou des bêtes, n'importe quelle sorte. Et oui, souvent, j'ai mis en place des projets de papillons, donc d'expliquer tout ce que la transformation de la chenille en papillon, et toujours avec un but d'apprendre à mes jeunes un peu plus que qu'est-ce qui se passe. J'ai travaillé dans une école, bon, dans le temps de Pâques, on le fait souvent, on travaille avec des poussins, mais on fait toute l'expérience. Mais il y a aussi que c'est pas juste l'expérience de l'œuf avec le poussin par la suite, mais c'est tout le pendant, c'est toute l'approche de qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi il faut faire attention à un poussin? C'est un animal. OK, qu'est-ce qui peut arriver? Fait qu'on a tout fait là, plein de petites choses là, C'est alentour très de ça. pédagogique. C'est Toujours pédagogique. pédagogique et même plus que pédagogique. Pédagogique au niveau scolaire, mais pédagogique aussi au niveau sentiment, au niveau relation, au niveau interpersonnel, parce que souvent on travaille avec un ou deux ou trois jeunes en même temps, mais on met toujours cela en relation et c'est toujours avec l'animal qui est la, 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 le premier élément, si je peux le nommer ici. OK. Puis je me rappelle aussi que souvent je le fais, puis là cette année je l'ai pas fait parce que c'est arrivé un contretemps, mais travailler avec des escargots. OK. C'est aussi simple que ça. Travailler avec des escargots et avec un jeune TDAH, OK. c'est sublime. Parce que Prenez oui, parce que l'escargot. l'escargot va aussi lentement que le TDAH, le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, va vite. Exactement, Donc, c'est parce mettre deux que contraires ensemble. exactement. Fait qu'on met un escargot sur une main d'un jeune avec un TDAH et on lui demande, attends, il va sortir doucement. Je vous dis que ça fait travailler le jeune dans sa concentration et de dire, OK, il faut que je me concentre parce que, et ça y enlève plein de choses en tête. Il fait juste se concentrer C'est ça. sur un escargot. Fait que puis de là, moi j'embarque puis je dis, OK, regarde dans l'état que t'es rendu, comment que t'es bien, comment que ça s'est passé, qu'est-ce que tu as fait? Souvent, il me dit, ben oui, mais il faut que je surveille l'escargot. Oui, mais est-ce que tu as pensé à d'autres choses? Est-ce que tu t'es excité? Est-ce que tu as voulu faire des mauvais coups, entre guillemets? Fait que, non, mais tu es capable de le faire, même s'il n'y a pas d'escargot. Fait que c'est aussi fou que ça. C'est aussi fou que ça. C'est vraiment, ça a toujours été, de toute façon, les animaux ont toujours été j'ai toujours eu des cages ou quoi que ce soit dans mon bureau à l'école avec des bibites, là. Même si c'était difficile des fois de les faire rentrer puis que la direction était pas chaude à l'idée, mais c'est arrivé. Tu as réussi, bon, tu as persévéré. Avec quelle clientèle as-tu travaillé et travailles-tu encore en zoothérapie? Présentement, bon, on vient de parler de l'école. C'est sûr que dans mon métier comme éducateur spécialisé, j'ai la possibilité à l'école de faire de la zoothérapie avec mes animaux. Vu que j'ai comme on dit, que j'ai la certification, fait que c'est beaucoup plus facile. Euh, je travaille aussi dans des résidences de personnes âgées présentement, avec des résidences de personnes âgées qui ont
des personnes âgées qui ont besoin de soins, de support, et aussi qui est vraiment plus, qui est un peu plus demandant et aussi qui est un peu plus important. Je travaille dans un centre de soins palliatifs pédiatriques. OK, c'est le Phare Enfants et Famille. Exactement, qui s'appelle le Phare Enfants et Famille à Montréal. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à travailler au Phare Enfants et Famille? Parce que c'est pas, mais je dirais, c'est pas donné à tout le monde ou tout le monde ne se sent peut-être pas la force ou l'habileté pour travailler auprès d'enfants atteints d'une maladie qui probablement va leur coûter la vie. Ben oui, on va dire que c'est un peu à l'opposé de ce que je fais parce que je travaille dans des écoles où les enfants sont énergiques, qui ont de la vie, ils sont là pour de l'apprentissage, puis qui déplacent de l'air. Et dans l'autre sens, je travaille au Phare où oui, c'est un centre où les jeunes qui sont là ont la possibilité de rentrer au Phare Enfants et Famille. C'est dommage, mais il faut que les jeunes ont une maladie qui ne sera pas là, qui ne sera pas guérissable. Donc, qui ont optique à la mort là, assez récent dans tout ça. Mais alors, après que tu sois devenu zoothérapeute, je pense que c'est en 2013, tu es devenu zoothérapeute. Oui, à peu près, environ. Un peu à cause de ton chien Bémol, je crois. Oui, ça a été toute une orientation dans tout ça. J'ai adopté mon chien à l'SPCA à Montréal. Ce chien-là arrive, là, faire une petite histoire courte, ce chien-là arrive d'une usine à chiens qui a été démantelée ici, au Québec. Et mon chien sa mère est en gestation, donc elle a accouché 2-3 jours après le démantèlement. Sauf que Bémol, il a été psychologiquement atteint par rapport à tout ça, par rapport au stress que sa mère a vécu. Fait que quand il est né, il est amorphe, il n'y avait rien, là, c'était très, très difficile. Mais au niveau santé physique, il était correct. C'est juste au niveau santé là, mentale, psychologique, que là, c'était plus difficile. Et de là, le SPCA, bon, quand je l'ai adopté, le SPCA m'a demandé, ben écoute, tu n'as pas le choix, il faut que tu le nourris à la main pendant 3 mois et il faut que tu ailles suivre des cours avec une éducatrice canin pour éviter les problèmes. Ce qu'on a fait. Et premier cours, et ça a super bien été, maternelle, bon, ça a bien été. Deuxième cours, là encore, tape des scores, premier de classe. Deuxième cours, parce qu'on a suivi 4. Deuxième cours, encore là, premier de classe. L'éducatrice canin m'arrête, puis me dit, Sylvain, ton chien, super bon. Vraiment bon, très bon tempérament, très bonne présence, très, très belle écoute. Beau comme un ange parce qu'il ressemble d'un petit mouton. Tu n'as jamais pensé de faire de la zoothérapie avec lui? Et c'est là que le déclic a fait. Je dis merci, tu viens de me donner un second souffle à qu'est-ce que je voulais faire. J'avais jamais pensé moi-même d'aller faire de la zoothérapie. De suivre un cours en zoothérapie, même si je travaillais avec les animaux dans les écoles, mais le fait de me le faire dire, le fait de me faire dire que j'avais un animal qui était propice à ça, parce que en zoothérapie, il faut l'évaluer, notre animal, il faut l'entraîner, tout ça. Mais là, l'évaluation était déjà faite par l'éducatrice canin, son apprentissage était déjà fait. Fait que j'avais comme un clé en main, là. Fait qu'elle dit, vas-y, fait que c'est de même ça a commencé. Tu es devenu zoothérapeute, alors avec Bémol. Ouais. Alors, comment tu es arrivé au Phare Enfants Famille et qu'est-ce qui fait que tu t'es senti capable d'aller travailler dans des circonstances? C'est un organisme fabuleux, mais c'est quand même des circonstances difficiles.
Oui, une fin qui est difficile parce qu'on sait que tous les jeunes avec qui on va travailler au phare, ils vont avoir une fin précoce. Donc, c'est difficile de dire, ben écoute, je suis avec un jeune, mais c'est le jeune de 6 ans, il risque de pas se rendre à 8 ans, genre. Euh, le fait que j'ai rentré au phare, ça a été un peu une circonstance assez particulière. Je pense que ça m'a été dû. Je suis membre de la Corporation des zoothérapeutes du Québec. Et le phare avait déjà dans ses murs une zoothérapeute qui a décidé de changer d'activité. Bon, elle était aussi éducatrice spécialisée, mais elle avait aussi sa formation, mais il y avait quoi qui avait été offert, fait qu'elle a décidé d'aller faire d'autres choses. Et ils ont ouvert le poste. Mais au phare Enfants et Famille, c'est un centre qui est très particulier. Donc, au niveau de l'hygiène, au niveau de l'animal, au niveau de l'individu aussi qui va travailler. Fait qu'ils ont fait affaire, ils ont fait une annonce à la corporation. Et de mon côté, quand j'ai terminé mon cours en zoothérapie, je voulais m'en aller. Mon optique, c'était d'aller travailler dans les hôpitaux, d'essayer d'amener la zoothérapie au niveau hospitalier. Fait que ça a été comme ma ligne directrice, mais c'était rien de très concret. Tout bonnement, un soir, en ouvrant mon ordinateur, je vois la publication du phare apparaître là, dans un pop-up, comme on dit, et là, je dis comme, OK, je pense que là, je viens de trouver ma place. Je dis, c'est là, je veux appliquer, je veux faire ma demande. C'est sûr que il y a tout le côté il y a tout le côté d'essai, il y a tout le côté pédiatrique, palliatif, excuse-moi, qui m'a comme questionné un peu. Bizarrement, comme personne, comme être, la mort, c'est pas quelque chose que j'adore. Fait que c'est Pourquoi vraiment. t'es pas le seul? Mais vraiment, c'est quelque chose même que je dois travailler, que j'ai travaillé avant. C'est quelque chose qui est vraiment pas, je suis pas à l'aise avec ça. Mais c'est carrément un autre milieu au phare Enfants et Famille. Bon, on rentre, bon, une fois que j'ai eu le poste, je suis très, très, très content. Fait que là, on m'explique plein de choses. Fait que là, ça a fait comme, OK, c'est vraiment quelque chose de différent qu'au niveau scolaire, qu'au niveau même hospitalier. C'est vraiment, c'est un monde très positif. Bizarre à dire. C'est pas lugubre, c'est C'est pas vraiment funèbre, pas. c'est un milieu de vie. Tu sais. Ah oui, c'est un. Écoutez, le phare, leur ligne directrice, c'est que l'enfant s'amuse jusqu'à la fin. Okay. Donc, le but, c'est qu'il faut que l'enfant s'amuse jusqu'à la fin. Vous ne pouvez pas croire que des fois, on rentre au phare, là, on entend chanter d'un coin, on entend rire aux éclats dans un autre. On voit des jeunes courir avec des ballons, ou que le monde court avec des fauteuils roulants, que les infirmiers jouent. En tout cas, ça n'arrête pas. C'est toujours. Moi, je suis jamais rentré au phare depuis bientôt 4-5 ans, là, je suis là. Je suis jamais rentré au phare où c'était lourd, qui avait une ambiance lourde. Il y a toujours de quoi qui se passe, il y a toujours quelqu'un qui va rire parce qu'il a fait une blague, ou qu'un jeune qui l'ont déguisé, puis que là, tout le monde ça a toujours été un milieu quasiment festif au phare. C'est vraiment quelque chose de festif. Sauf que c'est sûr que il y a un événement, quand il y a un deuil, quand il y a un décès, bon, là, il y a un respect. Il y a un respect de la situation, il y a un respect du moment, il y a un respect un respect de la vie, même si c'est de la mort, mais c'est un respect de la vie. Fait que là, dans ce temps-là, bon, il y a un certain protocole. Mais
ce protocole-là ne dure pas une semaine, ne dure pas 2 jours, dure le moment où ce que ça s'est passé. Fait que une fois que c'est bon, le protocole est fini, une fois que l'événement ou bon, Ben, une fois que l'enfant est décédé, finalement, c'est ça. une fois que l'enfant est décédé, c'est ça, et que parce que c'est pas juste le décès, parce qu'après ça, au fond, qu'est-ce qui est le fun, c'est que même après le décès, c'est comme, OK, c'est pas, OK, il est décédé, bon, c'est fini, on passe à un autre. Non, non, il y a une ligne, comment qu'on appelle ça? Je cherche le terme. Une aide d'honneur, excusez-moi. Okay. Il y a une aide d'honneur qui est créée. Il y a des ressources externes qui viennent au phare. Et là, il y a tout un événement par rapport à ça qui est très respectueux, qui est vraiment là. Et les parents, dans ce temps-là, ils se sentent hyper supportés. Fait que c'est ça le phare. C'est vraiment, c'est pas juste. Souvent, on me pose la question, comment tu fais? Ça doit être macabre, ça doit être difficile. Oui, mais c'est à 10%. Le 90%, là, c'est un party. C'est un moment de plaisir. J'en sors souvent. Souvent, je vais rentrer au phare et il y a des journées que je suis fatigué, comme tout le monde. Il y a des journées que ça ne tente pas. Puis là, bon, OK, on va aller travailler, c'est bon. Fait que là, puis je ressors de là. OK, qu'est-ce qu'on fait là? Très énergique, très pépé, là, parce que là, il s'est passé plein de choses. Peux-tu nous décrire une intervention, mettons, auprès d'un enfant qui n'est pas en fin de vie? On va arriver au décès, mais avant ça, une intervention avec Bémol. Il y a Cannelle aussi, je crois, qui est oui, c'est ça. Au phare, je travaille avec Bémol. À prime abord, c'est Bémol, parce que c'était l'animal qui a été choisi. Parce que Bémol est petit, est hypoallergène, perd pas son poil, fait qu'il y a eu plein de critères. Là. Et il y a aussi Cannelle, qui est une Golden Doodle, qui a à peu près les mêmes caractéristiques physiques. Alors, peux-tu nous décrire une intervention ou deux auprès d'un enfant ou d'un autre, au phare enfant-famille, mais un enfant qui est encore actif? Oui. Quelle stratégie, quel but tu vas chercher pour un enfant puis un autre? OK. Il y a une chose qui est importante à dire, c'est qu'au phare, le mandat qui m'est donné, ce n'est pas un mandat, j'ai pas de plan d'intervention à établir, à mettre en place, parce que la situation est que ça se peut que le jeune décède dans 2 semaines. Fait qu'un plan d'intervention pour apprendre quelque chose, vu son état, c'est ça. C'est ça. On lui fait perdre du temps, là. On lui fait perdre du temps de qualité pour essayer de travailler sur quelque chose qu'il n'y aura jamais peut-être la chance de le faire. Fait que ça, c'est la première chose. Sauf que, étant éducateur spécialisé, ayant toujours en tête, moi, les plans d'intervention, parce que c'est mon outil principal, c'est mon outil de travail, bien, j'arrive toujours avec un objectif en tête. C'est sûr qu'on me demande que le jeune ait du plaisir, mais je ne vais pas là pour jouer avec le jeune. On va là pour aider le jeune à garder ses acquis et tout en jouant. Donc, exemple, j'ai un petit coco que j'ai en tête qu'au niveau de son tonus, il y a tout son côté gauche est vraiment quasiment plus mobile. Donc, c'est très flasque, puis il n'y a plus de tension. Il y a très peu de tonus musculaire. Il y a peu de tonus musculaire parce que la maladie s'attaque à ce niveau-là. Sauf que le but, c'est de ne pas le laisser aller, c'est de quand même d'essayer de l'activer et de faire en sorte que, oui, regarde, il faut que tu bouges ton bras. Ils vont toujours utiliser la même main, le même bras, le même côté, puis ils vont laisser faire. Sauf que avec la zoothérapie, avec Bémol, aussi simple que de faire une prise de balle en main, de demander de serrer les doigts sur la balle, de lever le bras et à un décompte, de laisser tomber la balle.
lui, il va dire, ben oui, mais je le fais. Puis, ouais, ça me tente pas. Sauf que le but en zoo, c'est que l'action qu'il va avoir, la réaction qu'il va avoir, c'est de voir bémol, courir après la balle, revenir, puis avec lui, on va dire, ben, on demande à bémol, bémol, donne-moi la balle en utilisant la main, la bonne main ou même la main qui est plus difficile. Donne la balle dans sa main. C'est automatique. Là, les jeunes, c'est comme, il m'a donné la balle. Fait que, oui, mais là, par la suite, on le récompense, bémol, on va lui donner une croquette. Mets la croquette dans la même main. Fait que là, tu fais quoi? Ben, il faut que je lui donne. Ben, donne-y. Fait que tout l'effort d'aller donner la croquette à bémol, sans le savoir, le jeune, il travaille son bras, il travaille sa main, il travaille sa motricité et il s'en rend pas compte. Fait que c'est ça qui est le but, qui est un de mes objectifs, c'est de le faire travailler. Je le fais pas sur papier, ça m'est pas demandé. On va le faire là et on va le faire en sorte que le jeune le fasse. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne vraiment. Et même souvent, l'équipe médicale, les préposés, les infirmières, tout ça, quand moi aller, ben, il y en a. On a de la misère à lui demander de prendre sa fourchette. Puis là, il lance une balle avec sa main. Genre, qu'est-ce que vous voulez? Que ça fait de la zoothérapie? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour bémol, hein? Qu'est-ce qu'on fait pas pour bémol, exactement. Puis qu'est-ce que bémol ferait pas pour une croquette aussi? Voilà, c'est ça la zoothérapie. Ouais. Et pour les enfants qui sont proches de leur décès, quelle est ton approche, si je peux dire? Tu sais, ça doit être différent que de travailler, bon, un tonus musculaire qui diminue. Ben, c'est sûr que l'approche est différente. On va prendre l'exemple du jeune avec le bras, puis on va faire un lien par la suite, qui a fini au début, bon, on lance la balle, mais qui a fini par avoir un lien avec l'animal parce que il adore ça de lancer la balle et de voir l'animal revenir. Fait que pour lui, c'est un plaisir, c'est une joie, c'est un moment. C'est ça. C'est un moment qui diffère de tous les autres. Fait qu'il adore ça. Lorsque ce jeune-là, j'en ai un en tête, lorsque ce jeune-là est en fin de vie, puis que quand que je reçois, parce qu'à tous les fois que je rentre au phare, j'ai toujours une rencontre explicative des jeunes de la journée. Où ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont vécu, leur état est comment. Fait que j'ai toujours un peu une vue d'ensemble des jeunes du phare. Et lorsqu'on me dit, bien écoute, oui, tel jeune il est en gestion de symptômes, donc qui veut dire qu'il est en fin de vie, qu'il est là, il lui reste soit 4 heures ou 30 minutes, et que le docteur a dit, parce que le docteur donne le signal, si on peut dire, écoutez, ça va se passer bientôt. Fait que on m'a déjà été demandé d'aller avec bémol pour le jeune parce que le jeune aimait bémol, aimait jouer avec bémol. Et l'enfant que j'ai en tête, puis que j'explique le cas, c'est qu'il y avait toujours conscience de ce qui se passait. Même s'il était couché dans son lit, même si au niveau moteur, il n'y avait quasiment plus rien qui fonctionnait. Là. On voyait que le corps là, puis lâchait des morceaux très rapidement. Là. Fait que, il n'y avait plus de motricité, il n'y avait plus de tonicité, il n'y avait plus rien. Bien, avec le jeune qui entendait pareil, puis qui comprenait, bien, je lui demande, ça te tente-tu de lancer la balle à bémol? Il me dit oui. Ben, c'est moi maintenant qui mettais la balle dans la main et on faisait le mouvement de lancer la balle et on laissait tomber la balle. On mettait la croquette, on faisait la même chose. Et le jeune, quand je lui demande, je dis, c'est-tu le fun? Tu veux qu'on continue? Puis qu'il me fait un sourire. OK. Je pense qu'on a atteint quelque chose. Je pense qu'on a vraiment atteint quelque chose. Puis je pense que l'action et le lien qu'on avait tout fait depuis le début, au départ, de prendre la main et de lancer tout ça, jusqu'à être couché.
Puis vraiment, là, lui, il était couché, bémol est au côté dans le lit. Moi, j'étais à côté, sur le lit, de l'autre côté. Fait que vraiment, tout ce moment-là, ben le jeu, on l'a fait quand même. Fait qu'il a réussi à jouer jusqu'à la fin. C'est ça, qui est la mission du phare. Qui est la mission du phare. Fait que c'est exactement ça. Est-ce que tu interviens aussi auprès de la famille de l'enfant malade ou de l'enfant qui est rendu en fin de vie? Si oui, comment tu interviens auprès des frères, des sœurs, des parents? C'est oui, c'est réellement oui. Et même, exemple, la semaine passée, jeudi passé, on m'a appelé justement parce que présentement, au phare, il y a certains cas en gestion de symptômes, donc qui sont en fin de vie, et il y a la fratrie. La fratrie là-dedans, fratrie et les parents, c'est sûr qu'eux aussi, ils vivent toute une situation. Et on m'a demandé si je pouvais aller pour la famille de tel jeune, mais pour aller pour ses frères, pour son frère, entre autres. Et ça, je le fais régulièrement parce que c'est important, puis c'est aussi l'optique du phare, c'est aussi la philosophie du phare. C'est pas juste l'enfant, mais c'est vraiment tout le monde qui est autour de l'enfant. Et dans ce temps-là, on va être un peu plus, bon, l'approche va être différente, c'est officiel. On a un enfant qui n'a pas de problème de motricité, on a un enfant qui n'a pas de problème de tonus, on a un enfant qui n'a pas... Quoi. Bon. On a un enfant qui est en santé, Okay. Exactement. Et là, on va y aller de manière plus ludique, mais toujours avec une petite idée en tête. Fait qu'on va utiliser le niveau ludique en premier. Donc, ça va être une approche ludique en premier, mais après ça, on va commencer à travailler un peu plus sur l'environnement, qu'est-ce qui se passe présentement, qu'est-ce qu'il vit. Là, on va plus faire sortir les émotions du jeune, du frère, pour ce cas-là, du frère, de la situation qu'il vit présentement. Il y a une tristesse. C'est sûr qu'avec un inconnu, avec quelqu'un qui arrive avec son chien, avec sa multitude de sacs d'activités. Voyons, qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est vite. J'ai vraiment pratiquement jamais eu un problème de relation avec un frère ou une sœur. Puis la principale raison, ben, il y a 4 pattes puis il s'appelle bémol. Fait que c'est aussi simple que ça. Fait que ma porte d'entrée, c'est je présente bémol. Là, c'est comme bémol, bémol, bémol. OK, viens avec moi, on va faire de quoi? Et de là, c'est de là qu'on travaille. Fait que ça m'est souvent demandé. Autant pour les frères et sœurs, et même des fois pour les parents. Et même des fois pour les parents. Les parents, ça va être dans un autre style d'intervention, dans une autre approche. Ça va être plus. Oui, ben ça va être plus, bon, de la relation, ça va être plus de l'écoute. Ça va être plus que, souvent, ils vont voir l'animal sur eux, puis là, ils vont le flatter, ils vont jouer avec les oreilles. Je vais leur donner des trucs, des gâteries, ils vont donner la gâterie. Mais là, mon rôle, c'est de les écouter. C'est de les écouter, puis d'essayer de vivre, de sentir leurs émotions, de sentir où ils sont rendus, et juste de leur montrer, de leur dire, ben oui, je vous écoute, je vous comprends. C'est pas évident. Je peux pas faire plus que de vous écouter, mais si je peux vous aider, ça va être ça. Et ça fonctionne, ça aussi. Ça fonctionne. Ça m'est moins demandé. Je vais vous dire que c'est plus arrivé lors de situations que j'étais avec les frères, que là, les parents venaient voir le frère en question et que là, ils embarquaient. Puis là, souvent, j'ai vu des mères pleurer ou des pères pleurer. Puis là, je dis, c'est pas évident. Fait que là, souvent, je leur remets bémol, puis je leur fais jouer avec eux. Puis là, la porte s'ouvre, c'est automatique. Puis là, c'est de la discussion, puis c'est comme... Ils ont besoin de parler, dans le fond. Ils ont besoin de parler. Mais il y a une chose qui est importante de dire, c'est qu'au phare, ils ont toute une équipe. Écoutez, moi, je suis vraiment en bas de tout ça. Là. Je suis vraiment là dans les derniers qui peut
intervenir parce qu'ils ont toute une équipe, mais vraiment chevronnée. Là. Il y a il y a TS, il y a des suivis, il y a des éducateurs, il y a tous les préposés, les infirmiers, les infirmières. Écoutez, c'est de l'or en barre, là. Mais votre place est importante. Tu sais, Oui, oui, exactement. C'est un travail d'équipe, puis le zoothérapeute a sa place. Est-ce que l'attitude de bémol change quand il est auprès d'un enfant en gestion de symptômes ou fin de vie? Comment son attitude change? Oui. Dans les premières séances que je faisais, que j'ai fait au phare, j'ai remarqué assez rapidement l'attitude de bémol face à certains jeunes, face à certaines situations. Veux pas, il y a mon attitude aussi qui change. On est tous humains. Fait que des fois, c'est comme, et on trouve ça un peu plus difficile parce que, autant que ça soit émotif, parce qu'on trouve ça dommage pour le jeune, autant de la situation. Fait que, bémol, c'est un capteur d'énergie. C'est vraiment, puis cannelle aussi. Les animaux qui sont formés pour faire de la zoothérapie, souvent, ils vont être des capteurs d'énergie. Puis, on va voir qu'il se passe un changement. Mais lorsque j'installe bémol sur la tablette d'un fauteuil roulant d'un jeune et que le jeune, admettons, qui est en douleur, puis on le voit que ça va pas bien, mais c'est pas rare et c'est très souvent que je vais voir bémol aller se coucher sur le jeune. Sans que j'ai demandé rien, là. Fait que là, je comprends, je décode son langage. Mm-hmm. À l'inverse, si je vois un jeune qui bouge, puis que là, qui est prêt, puis qui verbalise assez bien, puis que là, je vais avoir un bémol qui va réagir parce il sait que le contact va être différent. Puis il reste pas longtemps sur la tablette, il a hâte d'aller à terre, il a hâte de faire des activités, il a hâte de jouer. Fait que ça, c'est automatique. La troisième explication. Ouais, c'est ça, situation. C'est lorsque on est en fin de vie très éminente, qui est arrivé présentement 5 ou 6 fois. Mais je me rappelle de la première, qui était une jeune, qu'on a fait la même chose que, bon, tout ça. Et lorsque c'était en fin de vie, on m'a appelé, on m'a dit, ça se passe là, tu peux-tu venir? Fait que je suis allé avec bémol. Dans ce temps-là, la jeune couchait dans son lit, bémol couché avec la jeune dans le lit. Et c'est vraiment très particulier de voir bémol aller se coucher aux côtés de la jeune, pour celle-là, de la jeune, et de la regarder et de se laisser. Et nous, moi, je prenais la main de la jeune et je faisais flatter bémol, et que bémol se laissait aller tout simplement. Lorsque dans toutes les autres séances, aussitôt qu'il voyait ce jeune-là, c'était toujours activé, activé, activé. Mais à ce moment-là, à cette période-là, bémol a été carrément, puis moi-même, j'ai même dit aux parents, puis à toute l'équipe, parce que toute l'équipe médicale est dans la chambre dans ce temps-là, j'ai dit, bémol n'a jamais fait ça. Bémol n'a jamais réagi comme ça. Il se passe réellement, peux-tu dire une connexion? Je pourrais quasiment dire une connexion. Et l'émotion dans la chambre, dans le lieu, c'est lourd. Oui. Tout le monde le ressent. Bémol aussi. Et à la fin de cette, je ne peux pas appeler ça d'une séance parce que ce n'est pas une séance, mais à la fin de ce moment de vie-là, bémol, à un certain moment, s'est levé et est allé au pied du lit. Fait que, bon, j'ai ramené bémol, j'ai bémol, viens, tout ça. Il s'est couché, il m'a regardé, il s'est levé, il était retourné se coucher encore au pied du lit. Je suis OK, là, il se passe de quoi? On va prendre une dernière chance. Bémol, fait que je le ramène. Il s'assit, il me regarde et il se retourne au pied du lit et là, il se tourne la tête. Bémol n'en était plus capable. Bémol n'était plus capable de gérer l'énergie qui se passait. Et j'ai dit à l'équipe, j'ai écouté bémol,
il est plus capable d'en donner plus, il est plus capable d'en recevoir plus. Et la jeune est décédée 30 minutes après. Et est-ce que ce phénomène-là s'est répété dans ces grandes lignes, auprès des enfants en fin de vie? Est-ce que cette attitude-là de bémol, de se coucher sur le lit, est-ce que ça s'est répété assez fréquemment? La plupart du temps, c'est qu'est-ce qui se passe. Tantôt, je vous parlais du jeune qui lançait la balle, tout ça. Ben, quand il rembarquait dans le lit, là, il allait se coucher à côté. Autrement, habituellement, ben moi, il se promène tout ça. Mais aussitôt qu'on l'amenait, il va se coucher au côté. Puis souvent, il allait se coucher au-dessus de sa tête ou sur le côté. Mais il y a toujours un moment donné où c'est ça qui est important comme zoothérapeute, c'est d'écouter son animal, oui, puis d'observer ses signes d'apaisement. Pour lui, c'était une forme de signe d'apaisement qui me disait là, comme dire « Oh, je suis plus capable ouais. ». Et c'est qu'est-ce qui est arrivé, puis ça l'arrive souvent. C'est qu'au moment souvent. Il va au pied du lit, puis il va détourner la tête. C'est ça. Au moment où là, aussitôt que je vois que bémol tourne la tête, qui me regarde, qui me prend contact, puis qui me tourne la tête, c'est automatique. Je le respecte parce que c'est la ligne première d'un zoothérapeute et de respecter son animal, c'est je le respecte. Je l'ai débarqué, je l'ai enlevé du lit, je l'ai gardé dans mes bras, je l'ai félicité, je l'ai récompensé avec des gâteries. J'étais un bon chien. On a fait nos derniers babayes de notre côté et on sort de la chambre. ouais. Et là, c'est toute la pression, l'ambiance, c'est toute l'énergie qui là, revient plus au neutre, si on peut dire. Et est-ce qu'après des moments pareils, est-ce que tu as une façon, une manière de prendre soin de toi? Je sais pas, n'importe quoi, tu aller au restaurant, aller se promener, n'importe quoi. Est-ce que tu as une espèce de rituel pour décanter ce qui s'est passé? J'ai pas de rituel réellement. J'ai pas de rituel parce que j'y ai jamais pensé. J'ai jamais eu le besoin de me dire « Ah non, il faut que je fasse ça, telle affaire. » Sauf que je vais souvent me récompenser dans le sens que je vais souvent me dire « Ah, OK, je vais faire telle chose. » Des affaires différentes, mais je vais le faire en passant. Regarde, on vient de faire une belle job, un bon travail, on vient d'accompagner, on vient de faire plaisir à des parents, même en dernier moment, parce que lorsque bémol est installé au lit avec le jeune, puis qu'on fait quand même réagir l'enfant, il y a les parents qui sont aux côtés, qui pleurent, puis que parce qu'ils trouvent ça trop beau, ils ont une image, ils se gardent souvent une image positive de tout ce qui est arrivé parce que c'est donc bien beau qu'est-ce qui se passe, c'est donc bien beau qu'est-ce qui est en train de nous arriver. Fait qu'on sort de là avec cette image-là, surtout. On sort pas de là avec l'image du jeune qui est décédé. On sort de là avec l'image du reste, de tout le monde autour. Parce que rendu à ce moment-là, oui, le jeune en bénéficie, et non, on ne le sait pas trop. Et on espère qu'il en bénéficie. C'est sûr que quand on voit des réactions physiques au niveau du visage, un sourire ou quoi que ce soit, on sait que qu'il en bénéficie. Mais il y a des jeunes qu'on l'a fait la même chose, mais qu'on ne savait pas trop s'ils en bénéficiaient réellement, s'il y avait un état. Sauf qu'on voyait les parents en bénéficier. On voyait les parents voir la situation et dire « Ah, c'est donc bien beau, c'est donc bien le fun, merci. » C'est comme, puis là, c'est une tristesse, mais accompagnée d'images qu'ils gardent en tête. Et c'est un petit peu, c'est là un peu la paye, comme on dit. C'est là un peu comme on dit, OK, on a fait une différence à ces parents-là. Et bon, j'ai déjà rencontré, j'ai revu d'autres parents suite au décès de leur enfant qui m'ont dit c'était tellement beau, qu'est-ce que vous avez fait?
ça, là, c'est resté marqué. Puis c'est un merci, c'est comme, ben de rien, on n'a rien fait. C'est moi, j'ai été présent avec l'animal. On a juste suivi la parade, là. Fait que, fait que Oui, mais encore faut-il bien suivre la parade. C'est pas si simple. c'est exactement ça. Bien suivre la parade. Faut Donc, bien après des moments pareils, il y a c'est moins ça. le besoin de décompenser parce qu'il y a déjà eu une gratification dans Oui, l'attitude des parents, la gratitude, le fait que ça se soit bien passé. oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis ce moment-là de voir les parents qui pleurent mais qui sourient parce qu'ils sont contents d'avoir vu qu'est-ce qu'ils ont vu, mais qui pleurent parce qu'ils sont tristes parce qu'ils perdent leur enfant, c'est comme OK, c'est bon, je suis là-dedans, là, je suis dans cette émotion-là quelque part, puis on a amené un petit peu de qu'est-ce qu'on pouvait amener. Fait que ça, c'est important. Et pour le reste, en ce qui concerne, quand il y a vraiment des décès qui sont marquants, parce qu'au phare, souvent, tous les décès sont marquants, mais il y en a qui sont plus dérangeants que d'autres. Ben là, on a une équipe au phare de psychologues, de docteurs, de travailleurs sociaux qui font souvent des rencontres avec tout le personnel qui a été en contact avec la famille, avec le jeune, nous incluant les spécialistes, là, la zoothérapie, la musicothérapie, la massothérapie, ces spécialistes-là qui ont été en contact avec ce jeune-là, ben on a un suivi si le besoin est, et aussi selon l'amplitude de l'événement. Donc, c'est tout dépendant comment ça s'est passé. Parce que dans mon expérience que j'ai eue, la plupart, c'est tout été des belles expériences, c'est tout été des beaux départs, parce que c'est préparé. C'est vraiment, c'est pas quelque chose qui arrive puis qu'est-ce qu'on se passe. C'est vraiment, c'est prévu à long terme. Fait que c'est préparé et ça, je crois que je lève mon chapeau au phare parce que pour les parents, c'est un deuil qui est lourd, mais moins lourd à porter parce qu'il y a cette approche-là qui a été amenée. Mais alors, l'entrevue ne pouvait pas mieux se terminer. Alors, merci beaucoup, Sylvain Gontier, et continue ton bon travail. Ben, merci à vous. Puis écoutez, si ça peut avoir permis à des gens juste de se conscientiser un peu sur la zoothérapie, puis versus au niveau des soins palliatifs, ben, comme on dit, ma job est faite. Elle était bien faite. Merci. Merci beaucoup.